Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Je suis Loredana et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cindy Laborie, juriste et chargée de mission à la FNCDG, qui présentera la première partie de cette webconférence, ainsi que Philippe Gérard, DGA en charge des ressources humaines et des moyens généraux au Conseil départemental du Gers, qui lui présentera la seconde partie. Cindy, Philippe, bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre Questions dans l'interface GoToWebinar qui se trouve juste à droite de votre écran. Cindy Laborie et Philippe Gérard feront bien sûr leur possible pour y répondre à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés une fois leur intervention terminée. Si d'aventure d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, vous aurez toujours la possibilité de les poser sur notre forum ressources humaines à l'adresse www.vk.fr/forum/. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par email dans les jours à venir. Oui. Cindy, C'est c'est à vous Loredana, la parole. Bonjour à tous. Les éditions VK ont lancé dans le courant de l'été une enquête pour dresser un premier bilan des mutualisations. Et avant de faire le bilan de cette enquête, on a souhaité revenir quelques minutes sur le cadre juridique. Un cadre juridique des outils de mutualisation. La mutualisation des services, comme vous le savez, c'est une mise en commun des moyens humains entre communes et communautés, mais elle ne bénéficie d'aucune définition juridique précise. Elle a été mise en œuvre pour la première fois en février 2002 et le législateur a modifié à plusieurs reprises le champ d'intervention des communautés et des communes en matière de mutualisation, notamment en août 2004 avec l'acte 2 de la décentralisation. La plus grande réforme et le texte phare de la mutualisation des services, c'est la loi RCT de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui, depuis, ce régime juridique a légèrement été également modifié par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015. Donc nous verrons de manière plutôt succincte les différents outils juridiques, dont le premier, la mise à disposition de services. La mise à disposition de services recouvre deux possibilités. Une mutualisation ascendante des services, donc les communes vers les communautés. Dans ce cas, c'est le régime juridique est fixé par l'article L 5211-4.1 du CGCT qui pose un principe général selon lequel tout transfert de compétences des communes vers un EPCI entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre. Donc cette règle du transfert obligatoire et concomitant des services nécessaires à l'exercice des compétences transférées est posée par le législateur. Toutefois, ce transfert n'est automatique que s'il s'agit d'une compétence transférée dans sa totalité. Dans le cas d'un transfert partiel de la compétence, les communes qui le souhaitent peuvent déroger à cette règle générale en conservant certains de leurs services qui peuvent ensuite être mis à disposition par voie de convention. Donc là, on était sur la mutualisation ascendante. Existe également une mutualisation descendante. Là, c'est l'EPCI qui met à la disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres pour l'exercice de leurs compétences un de ses services. Les deux types de mutualisation ascendante ou descendante de mise à disposition de services sont régis par des règles communes, une consultation préalable des comités techniques et l'établissement d'une convention qui prévoit notamment les modalités de remboursement des charges par le bénéficiaire de la mise à disposition, que ce soit la commune membre ou le PCI. La convention doit également définir les missions respectives des communes et de la communauté. Bien qu'il ne soit pas expressément prévu par les textes, l'avis de la commission administrative paritaire est nécessaire si la situation individuelle du fonctionnaire concerné est impactée par la mise à disposition. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le régime juridique de mutualisation a fait l'objet de modifications, notamment par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, et cette loi a mis en place un nouvel article, l'article L 5111-7 du Code général des collectivités territoriales, qui impose à l'employeur d'organiser en cas de mutualisation ascendante une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Donc, dans le cadre de ces mises à disposition,
concernant la convention qui est conclue entre la communauté et les communes concernées, elle doit notamment prévoir les conditions de remboursement de la mise à disposition et on a pu remarquer, et on en parlera tout à l'heure, que ce sont des éléments importants, notamment en matière de transparence entre communes et communautés. La deuxième forme de mutualisation, le service commun. Donc l'article L 5211-4 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. Donc les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles, à l'exception des missions confiées à titre obligatoire au centre de gestion. Les centres de gestion sont des établissements publics qui accompagnent les collectivités dans leur gestion du personnel, donc du recrutement jusqu'à la retraite. Donc le service commun est géré par le PCI auprès duquel il est rattaché et depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, à titre dérogatoire, le conseil communautaire peut choisir une commune membre pour gérer le dit service. Sur la situation des agents, en fonction de la mission réalisée, les personnels des services communs sont placés soit sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI. Là également, on fait la distinction suivant que les agents exercent ou pas la totalité de leurs fonctions dans un service mis en commun. Si les fonctionnaires et agents non titulaires remplissent en totalité leurs fonctions dans un service mis en commun, ils sont dès lors transférés de droit à l'établissement public après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, ce sont des non titulaires. Le régime indemnitaire antérieur des agents est conservé de droit s'ils y ont intérêt, c'est-à-dire s'il est plus avantageux. Il en est de même pour les avantages collectivement acquis qui sont maintenus à titre individuel. Pour les agents qui exercent partiellement leurs fonctions au sein du service commun, l'article 72 de la loi dite NOTRe du 7 août 2015 prévoit que les agents municipaux qui n'exercent pas la totalité de leurs fonctions dans un service commun sont de plein droit mis à disposition du groupement pour le temps de travail consacré au service commun. La mise en place d'un service commun nécessite plusieurs étapes de constitution. Il faut une convention signée, adoptée par l'Assemblée délibérante de la commune et de l'EPCI, et cette convention fixe l'objet de la mutualisation, son périmètre, les moyens humains et matériels mutualisés, ainsi que les modalités de remboursement des charges de mutualisation. Les comités techniques compétents, tant de l'EPCI que des communes ou des CIAS concernés, doivent être saisis pour avis au préalable sur la convention et ses annexes. La loi du 27 janvier 2014, la loi MAPTAM, a introduit également une obligation de réaliser une fiche d'impact des services communs qui sont envisagés pour mesurer leurs incidences sur l'organisation et les conditions de travail. D'autres formes de mutualisation existent et pas nécessairement d'ailleurs de mise en commun de moyens, mais également des mises en commun de services, de biens ou de matériel. Le groupement de commandes. Donc, le groupement de commandes ne nécessite pas la création d'une nouvelle personnalité morale, mais permet aux acheteurs publics de coordonner ou de regrouper leurs achats. Donc, le but poursuivi, c'est principalement réaliser des économies d'échelle en choisissant le ou les mêmes prestataires. Donc, le groupement de commandes peut concerner tous les types de marchés. L'un des pouvoirs adjudicateurs signataire de la convention constitutive du groupement de commandes doit être désigné comme coordonnateur du groupement. Il suit alors l'exécution du marché. Il est l'unique interlocuteur du titulaire et procède également au règlement et à la réception du marché qui est passé. Les avantages de cette procédure sont nombreux et elle est de plus en plus utilisée au sein des structures intercommunales, mais également d'autres structures mutualisatrices comme les centres de gestion. Donc, parmi les avantages, cette mise en commun de la consultation peut conduire à des économies d'échelle quant à la prestation. Le groupement de commandes permet également de simplifier les procédures administratives de marché avec l'expertise et l'accompagnement d'une commune ou de la communauté pour les communes qui sont
moins outillés juridiquement, et il constitue également une expérience intéressante de mutualisation et d'échange. Ça permet de discuter entre responsables de collectivité des besoins et puis des bonnes pratiques. Une autre forme de mutualisation qui est de plus en plus utilisée dans les structures intercommunales, le partage de biens. Donc, la loi du 16 décembre 2010, la loi RCT, a introduit la possibilité de mise en commun de moyens entre une commune et ses membres. Et c'est prévu à l'article L 5211-4-3 du Code général des collectivités territoriales. La communauté peut disposer de biens meubles ou immeubles qu'elle partage avec ses communes membres sous sa responsabilité. Ce partage fait l'objet de l'adoption d'un règlement précisant les conditions, là encore, financières de la mise à disposition des biens. La prestation de service. Donc, la prestation de service recouvre deux types de prestations. Donc l'EPCI en est bénéficiaire. Dans ce cas-là, il a recours à une autre personne morale, une commune membre par exemple, afin que cette dernière lui fournisse un service en vue de faciliter l'exercice de ses compétences. Soit, lorsqu'il est prestataire, donc l'EPCI intervient non pas en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne morale, donc une commune membre, un autre EPCI, une autre collectivité territoriale. Le Code général des collectivités territoriales a précisé les conditions d'exercice de ces prestations de services, notamment au regard du respect du principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics tels qu'ils soient. L'entente. Donc l'entente, c'est la forme la plus ancienne de coopération intercommunale, puisqu'elle existe depuis le 19e siècle. Elle est codifiée aux articles L 5221-1 et 5221-2 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les communes, les EPCI, les syndicats mixtes, peuvent instaurer entre eux des ententes afin de porter des projets relatifs à des questions d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions. Donc, voilà les différentes formes d'outils de mutualisation à disposition du bloc local. Pour cette partie consacrée au cadre juridique, je souhaite également évoquer le contenu du schéma de mutualisation. Puisque la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 prévoit l'élaboration d'un rapport relatif aux mutualisations de services entre communes et communautés et en fait l'un des objectifs de ce mandat. Donc l'article L 5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales précise assez peu le contenu de ces rapports. Il dispose que le rapport doit comporter un schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Ainsi, au terme de cet article, le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes concernées et de leurs dépenses de fonctionnement. Donc la rédaction de cet article est suffisamment souple pour permettre à chaque territoire de déterminer librement les services mutualisés, la liste des collectivités concernées, le cadre juridique retenu et la temporalité de la mise en œuvre et des axes d'action prévus par ce schéma. En dehors du coefficient de mutualisation qui avait été prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, dont on sait qu'il n'entrera pas en vigueur sous sa forme actuelle, aucune sanction n'est infligée à un territoire en fonction du contenu de son schéma de mutualisation. Donc l'idée d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre des mutualisations, l'adhésion des communes aux services mutualisés et les outils juridiques retenus devra être vraiment privilégiée. Concernant la procédure d'adoption, le président doit prendre l'initiative de réaliser le rapport et de le soumettre pour avis simple aux conseils municipaux au plus tard, donc le 1er octobre 2015, donc déjà réalisé, et dans un second temps, le conseil communautaire est seul compétent pour approuver le schéma de mutualisation avant le 31 décembre 2015. Donc, on voit cette date du 31 décembre 2015 approche et on le verra tout à l'heure quand on évoquera le bilan réalisé notamment à partir du baromètre VK que peu de
communautés ont aujourd'hui adopté ce schéma pour les différentes raisons qu'on évoquera tout à l'heure. La loi NOTRe qui a été adoptée le 7 août dernier a prévu donc cette date butoir, mais lors des différents débats qui ont été riches au Parlement, il y a eu plusieurs dates successives qui ont été proposées suivant la première et la deuxième lecture, et le législateur a souhaité rester sur la date butoir de 2015 pour permettre aux actions qui seront prévues dans ces schémas de mutualisation d'être mises en œuvre pour une plus grande part du mandat. Donc, si aucune méthodologie de réalisation du schéma n'est généralisable à l'ensemble des territoires, des étapes clés sont communes à de nombreux projets et on a pu constater lors des schémas qu'on a pu accompagner qu'elle se déroule, cette élaboration, sur une période de 12 à 18 mois. Et je ne reviendrai pas sur les étapes clés de rédaction et d'élaboration de ce schéma puisqu'une précédente webconférence a été le lieu d'exposer de cette méthodologie et de ces différentes étapes. Concernant les éléments contenus dans les schémas adoptés par les EPCI, qu'on a pu déjà accompagner, on peut noter une architecture qui reprend principalement les rubriques suivantes. Un rappel du cadre légal et réglementaire, un préambule qui reprend les grandes étapes de l'histoire intercommunale et les axes principaux du projet de territoire pour le mandat. Le préambule rappelle souvent également utilement la méthode d'élaboration du schéma et le calendrier de mise en œuvre. Le schéma s'articule également autour de la présentation de la communauté et du territoire, des principaux éléments de diagnostic qui ont pu être établis tant en matière de moyens humains, financiers et matériels, les objectifs recherchés à travers le schéma, le plan d'action qui livre un échéancier prévisionnel des services ou fonctions qui font l'objet d'une mutualisation sur la durée du mandat, les conséquences pour les personnels et les conséquences pour les dépenses de fonctionnement au sein du bloc local et les modalités de pilotage et de suivi des projets, puisque les schémas doivent également comprendre une partie évaluation qui reprend les modes de révision du schéma ainsi que la remise en cause anticipée ou le renouvellement des conventions. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le cadre juridique renouvelé tout récemment aujourd'hui. Et la deuxième partie de l'intervention portera sur le baromètre VK qui porte premier bilan des mutualisations. Donc une enquête a été lancée sur le site internet VK pour mesurer les impacts de la mutualisation sur les ressources humaines et cette enquête a été mise en ligne entre le 16 juillet et début septembre. Donc cette démarche a été engagée avec la Fédération nationale des centres de gestion que je représente, qui travaille sur les conséquences de la mutualisation des services sur les personnels territoriaux. Puisque toute démarche de mutualisation est accompagnée nécessairement de mouvements de personnel et implique une réflexion sur des questions relevant de la politique de ressources humaines, donc la gestion des effectifs, les besoins de professionnalisation des agents, l'organisation des services et également les méthodes et conditions de travail. Donc, parmi les répondants à l'enquête, on peut mettre en exergue que 50% sont issus d'une collectivité de moins de 20 000 habitants, 25% des répondants sont membres d'un EPCI et, ce qui est intéressant également, 50% sont des directeurs ou des chargés de mission RH. La première question du baromètre portait sur la vision qu'avaient les répondants des mutualisations prévues dans leur structure intercommunale ou leur collectivité en 2015 ou 2016. Donc il ressort de cette étude que 25% seulement des personnes répondantes ont une vision plutôt claire ou très claire des démarches de mutualisation envisagées dans leur collectivité ou intercommunalité et 20% ne savent pas si une démarche de mutualisation est en cours. Comme nous l'évoquions tout à l'heure, l'article L 5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales impose aux établissements publics d'élaborer ce schéma de mutualisation avant le 31 décembre 2015. Et il ressort de ce baromètre que la majorité des structures intercommunales ne sont pas prêtes à adopter leur schéma de mutualisation dans ce délai. Comme nous l'évoquions également tout à l'heure, bien que souvent considéré comme un recensement d'intention, le schéma doit être précédé d'un diagnostic territorial plus ou moins avancé.
Dans une démarche de mutualisation, dans un contexte de maîtrise des dépenses budgétaires, l'analyse de l'évolution et des besoins de personnel, l'optimisation des organisations et le redéploiement des postes et la mobilité professionnelle des agents deviennent des enjeux majeurs. Pour les intercommunalités qui ont engagé une démarche de mutualisation, peu ont élaboré un état des lieux détaillé des ressources de la structure, mais aussi des communes membres. Environ 14% des répondants indiquent que cet état des lieux est finalisé et 37% qu'il est en cours. Le diagnostic peut être réalisé en interne ou avec l'appui d'une structure extérieure. Donc les démarches ou diagnostics préalables au schéma ont pour objectif principal de recenser les effectifs en présence. Donc ce recensement porte soit sur l'intégralité des effectifs du bloc local, soit sur une partie seulement, limitée à la commune membre, la commune centre et à l'EPCI, ou encore certains services fonctionnels. Donc la portée de cet état des lieux est variable selon les communautés. Pour une majorité d'acteurs, son objectif principal, c'est d'identifier les principales composantes des effectifs, l'évolution de la masse salariale et la part des dépenses de personnel, les écarts de rémunération et de régime indemnitaire, les écarts dans les temps de travail des agents et la répartition statutaire des personnels. Dans certains cas, l'état des lieux est allé plus loin. On a des collectivités et des intercommunalités qui ont souhaité définir très concrètement, à partir de cet état des lieux, des pistes de mutualisation en y intégrant une dimension managériale et organisationnelle. Donc, dans ces cas précis, il y a eu des focus sur les effectifs déjà mutualisés, sur les agents de certains services, je pense aux agents des services polyvalents en milieu rural, sur la gestion des âges, les formations suivies, les diplômes obtenus, les régimes indemnitaires, un état des lieux vraiment très structuré. Le diagnostic ne se limite pas aux moyens humains. La présentation des moyens matériels doit également reprendre le parc technique, le parc informatique et le patrimoine, puisqu'on sait que la mutualisation entraîne des transferts de personnel et donc des questions qui se posent notamment en matière de patrimoine et de moyens matériels. Donc il était opportun de recenser et de classifier par commune les types d'interventions techniques mises en œuvre, mais également toutes les prestations qui sont externalisées et qui peuvent faire l'objet d'une mutualisation. Donc l'état des lieux des moyens matériels dans les schémas de mutualisation distingue ce qui pourrait être partagé dans le cadre du projet de territoire et ce qui pourrait être partagé dans le cadre de mutualisation dans le schéma. Concernant l'élaboration du schéma en tant que tel, une autre question du baromètre portait sur la réalisation et l'adoption du schéma, et il en ressort qu'il est finalisé dans seulement 6% des EPCI répondants. Il est en cours d'adoption dans environ 40% des communautés ayant répondu à l'enquête. Donc on voit qu'à la date butoir du 31 décembre, on aura à peu près un petit peu moins de 50% des intercommunalités qui auront adopté leur schéma, pour certains se limitant à un document d'intention et pas un schéma très prospectif. Donc, près de 38% des établissements qui ont répondu à l'enquête n'ont pas du tout engagé la démarche ou ne l'ont pas du tout finalisée. Près de 45% des EPCI n'ont pas, par exemple, entamé la mutualisation des services fonctionnels. Donc là, ce qu'on peut remarquer de cette enquête, c'est que l'historique et la dynamique de l'intercommunalité sont vraiment des dimensions déterminantes dans la condition de mise en œuvre des démarches de mutualisation. Certains EPCI ont des démarches de mutualisation anciennes, d'autres, notamment celles qui sont issues de fusions récentes, ont un temps de mise en place des démarches un peu plus long. L'intercommunalité est perçue comme vraiment un moyen de diversifier et de renforcer la gamme des services publics, que ce soit l'aide à domicile, la petite enfance, le périscolaire, la centralisation des services, et l'appui technique est important. C'est un relais sur des compétences qui n'étaient plus gérables au niveau communal, notamment en termes d'eau, gestion des eaux, gestion des ordures ménagères. L'intercommunalité est aussi perçue comme une source de rationalisation et d'unité de lieu des compétences exercées auparavant par des syndicats divers. Chaque réforme territoriale aujourd'hui a un objectif de rationalisation des syndicats. On a vu que c'était très compliqué, ils étaient très nombreux, même si les lois, depuis la loi RCT, ont pour vocation d'en limiter le nombre.
Donc les élus et les responsables de structures intercommunales ou de collectivités ont une vision plutôt favorable de l'intercommunalité, mais toutefois des freins à la mutualisation demeurent, ce qui explique qu'aujourd'hui plus de 50% des collectivités, des intercommunalités n'ont pas adopté leur schéma de mutualisation. Parmi les freins, on ne peut évidemment qu'évoquer en premier lieu la réflexion quant au périmètre des structures intercommunales qui ont été modifiées, le périmètre a été modifié de nouveau par la loi NOTRe du 7 août 2015. Précédemment, le périmètre intercommunal était limité à de 5 000 habitants et il est passé à 15 000 habitants tout récemment, ce qui va nécessiter un nombre de fusions de structures intercommunales assez important pour les 2 années à venir. Et des élus qui du coup n'ont pas souhaité se lancer dans la procédure de mutualisation, ne sachant pas encore ce qu'allaient donner les schémas de coopération intercommunale départementaux. Il existe également des freins organisationnels et qui sont nombreux. L'éloignement entre les services communaux et le processus de décision et une multiplicité des donneurs d'ordre. Également ces difficultés juridiques, les nombreuses modifications législatives et réglementaires intervenues ces 5 dernières années, je l'évoquais tout à l'heure, et un cadre non encore stabilisé du fait de l'adoption récente d'une nouvelle réforme d'ampleur. Et une complicité dans les dispositifs de mutualisation existants, puisque on en a fait une présentation très limitée tout à l'heure, mais le cadre juridique est quand même assez complexe. La question du baromètre VK portait également sur les mutualisations déjà existantes. Et environ 65% des répondants mettent en avant des pratiques de prestation de services, de groupement de commandes, de partage de matériel et d'entente. Concernant la logique de mutualisation, elle répond à plusieurs objectifs, notamment réduire les coûts, optimiser l'organisation et la qualité des services rendus et l'accroissement également de l'expertise. La mutualisation semble aujourd'hui prendre tout son sens pour l'aménagement et le développement, donc tout ce qui est question liée à l'urbanisme et politique de la ville, ainsi que pour les questions techniques et les fonctions support, juridique, finance, communication. C'est là où on retrouve les principaux services communs, donc les services ADS, autorisation de droit du sol, et les services juridiques, finance, communication, RH, dans la limite posée par les textes de non-intervention dans le champ de compétences obligatoires des centres de gestion pour les RH. La mutualisation concerne également la culture, la sécurité, le social, le sport, la santé, surtout dans les petites communes qui ont besoin d'une expertise et de mise en place de nouveaux services. Les questions du baromètre portaient également sur la question de l'accompagnement des démarches de mutualisation. La moitié des personnes interrogées n'ont pas encore été associées à la démarche dans leurs différentes collectivités. Pour 50% des répondants également, aucun acteur extérieur ne vient les appuyer, tant dans la réalisation du diagnostic préalable que dans la mise en place de la réflexion quant à la définition des pistes de mutualisation. En termes de soutien opérationnel, 30% des répondants, qui sont majoritairement des DRH, recherchent l'appui de leur réseau de collègues. Seulement un quart des intercommunalités ont mis en place une équipe projet et une approche pluridisciplinaire. Il ressort vraiment de cette enquête que ce sont surtout les donneurs d'ordre et les élus qui sont mobilisés sur les questions de mutualisation. Le recours à des cabinets d'études et de conseils pour accompagner l'élaboration des schémas de mutualisation a été évoqué par un quart des répondants, même s'il apparaît que ce type de démarche a été engagé au niveau national dans un peu plus de la moitié des EPCI, paradoxalement, principalement par les plus importants, également ceux qui ont le plus de moyens pour engager un cabinet extérieur. Les prestations confiées à ces cabinets portent sur les différentes phases du processus, du recensement et du diagnostic des pratiques existantes, l'analyse ciblée sur les aspects juridiques, financiers, ressources humaines, jusqu'à la simulation et la réalisation de scénarios d'évolution. Donc cette mission d'assistance peut être globale sur la durée du processus et également débordée parfois sur la mise en œuvre du schéma elle-même. On a pu constater que certaines intercommunalités avaient dans leur cahier des charges confié à ces cabinets extérieurs également le déploiement d'une GPEC.
33% des répondants évoquent le recours à un conseiller juridique interne, 23% une formation du CNFPT et 22% un conseil juridique externe. Les centres de gestion sont également souvent sollicités, c'est évoqué par 57% des répondants, pour tout l'accompagnement des mouvements de personnel. Leur intervention se situe à 3 niveaux. Donc, en amont de l'adoption du schéma, avec la réalisation du diagnostic, c'est principalement ce que font également les cabinets extérieurs. C'est une étude de faisabilité des services mutualisables et des modalités de mise en œuvre. Ils interviennent également pendant la phase de définition des pistes de mutualisation. Ils étudient et accompagnent les intercommunalités pour gérer les conditions d'intégration du personnel, puisque l'accompagnement de la mutualisation et des transferts induits prend la forme de l'analyse de tous les paramètres juridiques, techniques et humains. Ils interviennent également en aval pour la structuration d'une nouvelle organisation de travail qui suppose un diagnostic de terrain associant les élus et les agents dans le cadre d'une démarche participative qui s'appuie sur des outils comme l'organigramme, la rédaction de fiches de poste, l'étude des plannings ou l'élaboration d'un règlement intérieur. La Fédération nationale des centres de gestion a d'ailleurs eu l'occasion de proposer un guide d'accompagnement qui reprend une présentation des aspects juridiques liés au schéma de mutualisation et 10 annexes qui sont des outils pratiques. On peut citer des modèles de mise à disposition de conventions, de conventions de mise à disposition, des modèles d'études d'impact pour la création d'un service commun, des questionnaires d'entretien à destination des élus et des agents, un guide d'instauration ou d'évolution du régime indemnitaire, un guide d'élaboration de la fiche de poste, enfin, tout un tas d'outils à disposition tant des centres de gestion que de leurs collectivités affiliées pour permettre d'accompagner ces mouvements personnels très importants. Puisque certains outils doivent permettre d'accompagner les collectivités bien au-delà du schéma de mutualisation dans tous les aspects de leur politique RH. Les répondants à l'enquête VK ont mis vraiment en évidence ce fort besoin d'accompagnement plutôt pratique, puisque 20% sollicitent un dossier d'expertise, 44% une formation spécifique, 78% des échanges de bonnes pratiques, 61% des outils pédagogiques et méthodologiques. Cet accompagnement est d'autant plus nécessaire que la prise en compte de la dimension RH et mutualisation est indispensable à la réussite du projet. Concernant les principaux acteurs des démarches de mutualisation, dans la majorité des structures intercommunales, la réflexion sur les démarches de mutualisation n'est pas associée à celle sur l'évolution du projet de territoire. Les autres structures satellites n'ont pas été consultées sur les regroupements de services envisageables. Seuls 15% des répondants à l'enquête évoquent un rapprochement avec les syndicats de communes. L'initiative des démarches relève majoritairement de la structure intercommunale elle-même ou du couple EPCI ville-centre lorsque les pratiques de mutualisation ont déjà une certaine antériorité. Donc, sur le plan organisationnel, il ressort de cette enquête que c'est principalement le DGS qui est l'initiateur des démarches en direction des élus et des représentants communautaires, même si progressivement les représentants communautaires et les élus se sont emparés des débats et ont adhéré au fait que les mutualisations n'étaient pas dissociables des dynamiques intercommunales. Là également, cette prise en compte a été progressive puisque 38% des élus n'étaient pas des élus communautaires au début du mandat. Donc il a fallu mettre en place dans toutes ces structures un travail de présentation et de sensibilisation sur les enjeux du mandat 2014-2020 dans un contexte de réforme territoriale assez important puisqu'au moment de l'instauration des conseils communautaires au printemps 2014, la loi dite MAPTAM venait d'être promulguée fin janvier. Il en était de même de la loi ALUR quelques jours plus tôt. Et dès avril 2014, le président de la République annonçait une réforme d'envergure qui a donné lieu à la publication de nouveaux textes de loi en 2015. La loi du 16 janvier 2015 sur la délimitation des régions, qui a modifié donc la structure des régions. Une loi qui est là par contre issue d'une proposition de loi qui a modifié le régime de la commune nouvelle et on sait aujourd'hui qu'une quarantaine de communes nouvelles entrent en vigueur au 1er janvier 2016 et que 400 projets sont en cours. Et la loi du 17 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Concernant la politique de communication sur la mutualisation et le schéma, près de 70% des répondants, aucune politique de communication pour présenter le processus de mutualisation n'a été formalisée, que ce soit auprès des agents
ou des représentants des personnels. La communication tant interne qu'externe favorise pourtant la transparence. Elle s'adresse aux agents, soit lors de réunions collectives, soit lors d'entretiens individuels. Elle est également à destination des élus communautaires et communaux, mais aussi à la direction des usagers qui voient tous leurs services publics modifiés. Et il convient également d'associer le plus en amont possible les communes membres, afin que l'adhésion au projet soit plus grande. Dans plusieurs intercommunalités, des questionnaires tant à destination des élus que des personnels ont été diffusés. Également, des outils ont été mis en place, des courriers, des lettres d'information, des journaux internes, des FAQ, des réunions spécifiques pour permettre la plus large information possible. 20% des sondés ont conscience que les impacts de la mutualisation seront tout à la fois juridiques, financiers et RH, alors que 60% ne savent pas dire encore quels domaines seront impactés. Cela cohérent avec tout ce qu'on a présenté précédemment. 75% n'ont pas de vision claire des mutualisations prévues, 50% ne sont pas appuyés sur d'autres acteurs institutionnels et également la moitié des répondants n'ont pas été associés à la démarche. 3 questions du baromètre portaient sur les conséquences de la mutualisation sur la gestion des personnels et c'est sur ce point que je vais terminer mon propos. Les conséquences de la mutualisation des services sur les personnels. 60% des sondés estiment que les ressources humaines sont considérées dans leur collectivité comme une condition essentielle du projet de mutualisation. La mutualisation entraîne potentiellement des avancées non négligeables. On peut citer le décloisonnement des services, une réflexion et un débat sur les conditions de travail, un élargissement des missions et de responsabilités des agents, un gain en professionnalisation sur certains métiers et une nouvelle une culture du travailler ensemble. Toutefois, les difficultés de la mutualisation en matière de ressources humaines sont multiples. Les obstacles portent principalement sur les freins des agents à la mobilité géographique et leur attachement à leur collectivité d'origine, l'absence de culture commune, l'harmonisation des conditions de travail des agents, l'inquiétude des équipes, la double tutelle et les problèmes liés à la responsabilité hiérarchique et surtout la coexistence de procédures différentes. La mutualisation et les transferts de personnel associés posent beaucoup de problèmes managériaux, la stratification des collectivités en culture de métier, avec des agents qui sont parfois issus de communes de petite taille qui ont une inquiétude supplémentaire face à la perspective d'un transfert vers une communauté d'agglomération, l'organisation de la vie au travail qui est le fruit d'accords locaux, des négociations locales plus ou moins formalisées fixent les conditions de travail des agents. Donc, dans certaines collectivités, des protocoles avaient été signés avec les organisations syndicales pour compléter les droits prévus par les textes, notamment sur le temps de travail, les régimes indemnitaires, l'action sociale et les principales sources d'inquiétude des agents concernent la perte de salaire ou d'avantages acquis et leur lieu d'embauche et d'organisation du travail. Cette situation, les responsables administratifs et politiques des mutualisations se sont attachés à réduire au maximum les conséquences des mutualisations sur les pratiques professionnelles pour permettre une continuité du service public local et limiter les espaces potentiels de conflit. Les directeurs généraux de services des intercommunalités ont développé des stratégies managériales qui tendent souvent à privilégier le maintien des avantages individuellement ou collectivement acquis. Toutefois, il ressort de cette enquête que les gestionnaires RH ne sont pas majoritairement associés dans la démarche de mutualisation. Selon le baromètre VK, 51% des DRH n'ont pas encore été associés à la réflexion, 32% interviennent dans leur cadre habituel de leur fonction, 16 ont été intégrés à un groupe de travail spécifique et 13 seulement participent à l'instance de pilotage. Pourtant, on vient de le voir, les impacts de cette mutualisation sur les ressources humaines sont importants. Il ne peut subsister des inégalités entre les différents agents en fonction de leur ancienneté ou de la politique sociale de leur commune d'origine. Concernant les régimes indemnitaires, le souci majeur des directions générales et des DRH est de trouver le moyen de limiter la coexistence de pratiques multiples au sein de la communauté et une complexité de gestion suscitée à cause de ces différents statuts. 2 attitudes ont été observées, la volonté d'être attractif en proposant un régime indemnitaire communautaire harmonisé ou le maintien à titre individuel des avantages acquis antérieurement. Au-delà du point principal que constitue la question du régime indemnitaire, reste également la question du temps de travail des agents.
Le législateur avait laissé un grand vide sur ces questions. Et comme les situations de temps de travail peuvent être très disparates d'une commune à l'autre, ce sujet a constitué parfois un véritable casse-tête pour les DRH communautaires. Tout autant que celle du régime indemnitaire, ces deux questions posent un problème de même nature, l'équité de traitement des agents d'un même EPCI. En matière de rémunération, la loi MAPTAM est intervenue dans le sens du maintien des droits précédents, ce que j'évoquais en début d'intervention, et aucune disposition du Code général des collectivités territoriales ne fait état du maintien pour les agents des règles relatives au temps de travail, que ce soit en matière d'horaire, de durée, de régime de RTT, d'autorisation d'absence, de gestion du compte épargne-temps. Dans la pratique, les transferts de personnel, la constitution des services communs et les mises à disposition aboutissent donc à faire coexister autant de régimes de temps de travail que de communes. Et dans tous les cas, ce sont des démarches centrées sur la communication et la mobilisation qui doivent être privilégiées afin d'expliquer les évolutions à venir, rassurer les agents, notamment sur leur situation individuelle, voire de susciter l'adhésion. La qualité du dialogue social est essentielle pour que la GRH devienne moteur du changement. Dans le cadre d'une démarche de mutualisation, l'implication le plus en amont possible des représentants du personnel est l'une des conditions d'appropriation du dispositif. Il convient donc d'associer au maximum les agents, tant au processus de mutualisation, afin de leur offrir des garanties en termes de discussion, notamment par l'intermédiaire de leur organisation syndicale, mais également d'autre part d'éviter toute difficulté ultérieure en évoquant de façon transparente l'ensemble des modes de gestion entre la communauté et ses communes membres. D'une façon générale, la consultation des personnels permet de démystifier la mutualisation en l'expliquant clairement à l'ensemble des personnels. Et je conclurai mon propos en indiquant également que la démarche de mutualisation peut être réalisée avec le centre de gestion qui dispose d'une expérience reconnue dans le domaine de la gestion des ressources humaines et permet l'instauration, notamment l'évolution des régimes indemnitaires, l'accompagnement avec l'élaboration de fiches de poste ou la réorganisation des services. Merci. Merci beaucoup Cindy pour votre présentation. On va maintenant passer le relais à Philippe Gérard. Je vous demande quelques petits instants de patience. Le temps du changement d'écran. On va voir s'afficher dans quelques instants l'écran de Philippe Gérard. Voilà, c'est parti. Merci pour votre patience. Philippe, c'est à vous, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, après l'intervention particulièrement complète de Cindy Laborie, je vais en fait recentrer mon propos sur deux exemples de mutualisation et puis surtout en tirer donc des enseignements qui pourront s'impliquer dans toutes les situations. Le premier exemple de mutualisation que j'ai eu à connaître, c'est entre une région et deux départements qui la composent. Cette expérience remonte en fait à une dizaine d'années, donc on voit que les mutualisations c'est aujourd'hui un sujet certes d'actualité, mais qui reste très ancien, hein, et où beaucoup d'exemples ont existé avant une formalisation plus juridique. À l'époque, donc il n'y avait pas de cadre juridique et donc on était sur le transfert donc des personnels techniques de l'État qui travaillaient donc dans les lycées et les collèges, hein, et qui étaient transférés vers les conseils généraux et les conseils régionaux. L'idée avait été donc de mutualiser en fait au sein de cette région la partie RH liée à la gestion de ces personnels. Et donc il avait été acté entre les présidents de conseils généraux et régionaux, eh bien une volonté de mettre en commun des ressources d'ingénierie communes, des ressources propres à chacune des collectivités pour se spécialiser dans un domaine particulier donc de cette gestion. Dans ce cadre, la région avait pris en charge donc le volet formation, puisque c'est sa compétence naturelle. L'autre conseil général avait pris en charge donc l'action sociale, et enfin le dernier avait mis en place un dispositif avec un outil qui permettait donc aux gestionnaires, aux principaux des établissements de pouvoir articuler et organiser les absences sur leur établissement. Alors comment ça s'était passé? Eh bien simplement
par une création d'une instance politique qui s'était fait à l'époque, je le rappelle, sans cadre juridique, sous forme d'une association qui rassemblait les présidents et les directeurs généraux de ces 3 collectivités, et qui constituait en fait la gouvernance de décision sur ce volet donc de gestion des personnels techniques des collèges et des lycées. Alors c'était un système assez souple, puisqu'il n'y avait pas de transfert financier. Chaque collectivité continuait à gérer et à payer administrativement ses effectifs, même dans les actes, par exemple sur le volet du plan de formation, eh bien s'il était proposé, articulé, organisé, coordonné par la région, chaque collectivité restait financièrement indépendante par rapport eh bien, aux formations qui étaient dispensées pour ses propres personnels. Voilà, donc c'était simplement une mutualisation de moyens sur 3 domaines particuliers. Alors l'avantage, c'était à la fois cette forme de spécialisation, un dispositif qui était très souple, et puis donc des effets quand même financiers qui n'étaient pas négligeables en termes notamment de coûts, puisqu'il y avait un effet volume. Ça rassemblait évidemment une population extrêmement importante, et c'est vrai que dans le cadre de marché ou je veux dire de négociations avec des prestataires, eh bien cet effet volume avait une incidence sur le coût. Et puis l'avantage, c'est que ça avait tissé de facto un lien fort entre ces 3 collectivités qui ont appris au fil de l'eau à travailler les unes avec les autres. Alors les clés de la réussite de cet exemple, eh bien c'était d'abord une volonté politique forte. Voilà, donc il y avait vraiment une vraie volonté politique de mutualiser et de mettre en commun donc les moyens dont disposait chacune des 3 collectivités. Un système simple, on l'a vu, dans un cadre juridique qui n'était pas contraint, pas de flux financier, ce qui simplifiait évidemment beaucoup les choses, et puis pas d'enjeu stratégique, ni politique, ni de territoire, sur une simple mise en commun de moyens sur des champs bien identifiés, clairement identifiés. Alors, le deuxième exemple, il est totalement différent. On était dans le contexte de la loi RCT évoquée par Cindy Laborie tout à l'heure, et donc là, j'ai eu à connaître tout à fait par hasard cette expérience. C'était en fait la possibilité pour une région et des départements donc, qui la composaient, par des délibérations concordantes de leurs assemblées respectives, eh bien, de demander à fusionner en une collectivité unique. En fait, là, il s'agit d'un territoire d'outre-mer où sur un même territoire, il y avait une région et un conseil général. Donc l'idée avait été de proposer la fusion des 2 collectivités pour en faire une collectivité unique. Alors il y avait une condition là qui était dictée par la loi. Évidemment, il fallait donc l'avis des collectivités membres et une consultation des électeurs qui devaient recueillir pour chacune l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés et qui correspondait au nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Voilà, une donnée un petit peu technique. Mais cette condition avait été réunie puisque 60% des électeurs s'étaient prononcés favorablement donc à cette fusion de ce Conseil général et de cette région. Alors les difficultés qu'il y a eu, c'est d'abord, malgré une volonté politique, puisque je veux dire, les électeurs avaient été consultés, il y a la volonté politique, elle est restée quand même malgré tout assez faible, puisque chaque autorité territoriale de l'une des collectivités n'a pas porté suffisamment, en fait, politiquement, l'intérêt de cette fusion. Il y a eu aussi, je crois, une absence de sens qui a été donnée à la démarche et uniquement la mise en avant d'un intérêt financier. Donc on n'a pas retrouvé dans cette démarche en fait la valorisation des 2 collectivités sur un même territoire. Et c'est l'un des enjeux extrêmement forts dans le cadre d'une mutualisation, c'est la valorisation de chacune des 2 composantes qui apportent eh bien, une richesse qui la constitue.
sans ce projet de valorisation, eh bien c'est un élément de frein extrêmement fort. Et à l'époque, la difficulté aussi sur la fusion de ces deux collectivités, eh bien c'était l'absence et l'imprécision quasi totale sur le volet ressources humaines dans le cadre de la mutualisation et de la fusion de ces deux collectivités. Rien n'était prévu. Alors même si aujourd'hui on dit que peu de choses sont prévues dans le cadre de la loi NOTRe, il n'en demeure pas moins que les grandes questions RH qui pouvaient se poser, eh bien les réponses sont données par la loi. Voilà ces deux exemples. Alors quels enseignements en tirer? En fait, pour réussir une démarche de mutualisation, me semble-t-il, il faut réunir 4 conditions. C'est un projet de territoire, vraiment porté par des élus, une vraie volonté politique, une réflexion en amont qui permet eh bien, de pouvoir penser qu'allons-nous mutualiser et pourquoi. Donc le deuxième point, la deuxième condition, je l'ai évoqué dans le dernier exemple, c'est la valorisation des collectivités, des ressources qui sont en présence. Voilà, c'est un facteur extrêmement important. On n'est pas là dans une démarche de mutualisation pour dire un élément est plus faible et donc c'est l'élément plus fort qui va prendre la compétence et qui gérera ou pilotera la démarche. Non, c'est vraiment une valorisation des ressources en présence. Ensuite, je crois que le sens de la démarche ne peut pas reposer uniquement sur le gain financier. Si on a uniquement cette approche, eh bien, elle sera incomprise par les personnels. On l'a vu, même si dans le baromètre VK, je veux dire, l'appropriation RH reste à mon sens relativement faible. Je veux dire, le volet RH, comme l'a dit Cindy Laborie, est extrêmement important. Et donc, je crois que c'est un axe d'intérêt à mettre en avant celui du gain financier, même si, in fine, je veux dire, la démarche aujourd'hui dans le cadre des contraintes financières que connaissent toutes les collectivités, eh bien, est aussi, je veux dire, un atout du service public et des politiques publiques à mettre en œuvre. Enfin, eh bien, il faut une démarche clairement identifiée, donc accompagnée par un centre de gestion ou en interne, portée par un prestataire extérieur. Je veux dire, la démarche, elle doit être claire. Elle doit comporter un calendrier précis. Cindy Laborie l'a évoqué, l'élaboration d'un schéma de mutualisation est une phase incontournable donc de la démarche, et puis il faudra nécessairement une communication et un accompagnement fort sur le volet ressources humaines. Voilà, mener une démarche de mutualisation sans intégrer le DRH ou le volet RH dans l'instance de pilotage n'est pas un élément de nature à favoriser un résultat qualitatif. Je crois que les mots-clés qu'il faut retenir d'un pilotage, de la mise en place d'une mutualisation, c'est la responsabilité des élus en termes de projet, la loyauté de l'administration au regard donc du portage de ce projet et donner un sens à cette démarche. Voilà. Et je le répète, qu'il ne soit pas uniquement sous un angle financier. Les mots-clés qui viennent ensuite, c'est vraiment impliquer tous les acteurs, associer les personnels, la hiérarchie, les différentes organisations qui seront impactées. C'est communiquer, parce que ceux qui ne sont pas nécessairement et directement impactés par la mutualisation, eh bien, s'intéressent aussi au sujet, et je crois qu'il faut avoir un plan de communication le plus large possible et être accompagné ou avoir vraiment une instance donc de pilotage clairement identifiée dans la démarche. Voilà les quelques enseignements que je souhaitais faire partager et puis je me tiens évidemment comme Cindy Laborie à votre disposition pour des questions complémentaires. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe pour votre présentation. Voilà. Avant d'éventuellement passer à la séance de questions-réponses, donc je vous invite tous, si vous avez des questions, c'est le moment à les poser via la fenêtre questions qui se trouve
qui se trouve sur l'interface GoToWebinar à droite de votre écran. C'est vraiment le moment. Cindy et Philippe sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser des questions très concrètes. Ils seront ravis de vous répondre. En attendant, si vous souhaitez aller plus loin sur ces problématiques de mutualisation, je vous rappelle que VK vous propose notamment une base documentaire, statut et carrière des agents territoriaux, que vous retrouverez sur notre site dans l'onglet édition, ainsi qu'une offre VK intégrale ressources humaines, également disponible sur notre site internet. Alors, malheureusement, Philippe et Cindy, on n'a pas de questions pour l'instant. Alors, soit tout est parfaitement clair pour nos auditeurs, soit ils sont un petit peu frileux ou ils ont besoin d'un petit peu plus de temps pour digérer tout ça. Donc, je vous invite, comme je vous le suggérais au début de cette webconférence, à venir poser vos questions dans les jours à venir ou dans les semaines à venir sur notre forum ressources humaines que vous pourrez retrouver à l'adresse www.vk.fr/forum/ et là vous pouvez sélectionner le forum ressources humaines et à ce moment-là les questions seront transmises à Philippe Gérard et Cindy Laborie qui prendront le temps de vous répondre quand ils auront un moment. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et nous vous rappelons également que si vous avez la moindre question sur nos services, notre service relations clientèle est à votre disposition par téléphone. Vous pouvez les joindre directement au 01 53 35 17 17. Un grand merci encore Cindy et Philippe pour votre intervention. Merci. Et on vous souhaite à tous une excellente journée au nom de toute l'équipe VK. Merci, au revoir.